Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre balado vidéo-diffusion portant sur toute l'actualité de la Bundesliga et du football allemand en français. C'est l'heure de la dernière de la saison, c'est donc dire que c'est l'heure du bilan. Et pour en parler, bien sûr, je retrouve mon meilleur ami de l'Allemagne et de la France, bien sûr, franco-allemand, si je peux dire, le grand Kaiser d'entre tous, mais qui couvre aussi, pas juste le football, bien sûr, la gymnastique, et qui, maintenant que la saison estivale est à nos portes, va sans doute aller pratiquer ses roulés sur les verres et ses coups au golf sur différents terrains. David Lortolari, allô, Frende, comment ça va aujourd'hui? Allô Mathieu, salut à tous. C'est-à-dire que il y a un embouteillage de compétition, n'est-ce pas, avec la Coupe du Monde des clubs qui est venue s'installer dans le mois qui vient. Il va falloir suivre le Bayern Dortmund en particulier et je vais avoir l'occasion de commenter pour la radio des matchs à des horaires nord-américaines. Donc, c'est pas forcément la période la plus vacancière qui se présente, mais moi je suis intéressé par cette compétition parce qu'on va voir des joueurs transférés récemment, on va voir Jonathan Tah pour en citer un, par exemple, avec le Bayern. On va voir surtout des confrontations qui font penser un petit peu à des matchs exotiques. On va voir Boca Junior, on va voir Auckland, on va voir les clubs de tous les continents. Donc, même si la compétition ne suscite pas un grand engouement populaire pour l'instant, elle présente un intérêt malgré tout sportif pour les clubs. C'est peut-être un trop-plein pour les organismes des joueurs. Ça, c'est un autre problème, bien sûr. Mais c'est une compétition qui présente un intérêt. Et surtout, les deux clubs allemands ont promis, ont souhaité, particulièrement le Bayern, Mathieu, briller dans cette compétition, essayer d'aller chercher le titre. Donc, on va voir un petit peu comment ils se présentent face à des adversaires dont ils n'ont pas l'habitude. Donc, ça va arriver très vite, là, dans les prochains jours. Et donc, on n'est pas en mode vacances. C'est exceptionnel. Reste à savoir si cette compétition va vraiment fonctionner. Tu parlais des organismes des joueurs. Ça va poser probablement question lorsqu'on va revenir pour la saison prochaine, tout dépendamment de ce qui va arriver. Mais on va reparler un petit peu plus tard de cette compétition. David, si tu le veux bien, après tout, ça va faciliter pour l'enchaînement en vue de la saison prochaine. Quoi de mieux que d'en parler à ce moment-là? Tu parlais par contre de deux équipes qui vont participer. Alors, bien entendu, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, bien entendu, sont les deux équipes en présence. On jettera un petit coup d'œil justement sur leurs adversaires dans la phase de groupe qui va commencer bientôt. Mais là, on va parler un peu de la saison qui s'est terminée avec un autre titre pour le Bayern Munich. Et pourtant, on a le sentiment que cette équipe est encore perfectible, qu'elle peut s'améliorer, notamment en défense, surtout au regard de son échec en Ligue des Champions. Est-ce que justement cette Coupe du Monde des clubs va leur permettre de s'améliorer? Je garde la question en réserve pour un petit peu plus tard. Deuxième place, le Bayer Leverkusen avec seulement une défaite de plus que le Bayern Munich. Ce sont les matchs nuls qui ont fait que le Bayer Leverkusen a terminé à 13 points de la tête. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise saison, bien au contraire, malgré qu'il n'y ait pas de titre. Le Bayer Leverkusen, je pense, a tout de même confirmé, en plus d'une belle performance en phase de groupe dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions, que la méthode de Xabi Alonso a fonctionné à un point où l'entraîneur remplace Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid et c'est donc lui qui va entraîner le Real durant cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, bien entendu. Question rapide, David, est-ce que Xabi Alonso a ce qu'il faut pour que le Real Madrid performe à la hauteur de ce qu'il a montré comme entraîneur avec le Bayer Leverkusen? Parce que ça va être un changement de philosophie. Ancelotti, c'était plus les ressources humaines. On parle avec chaque joueur. On les entretient de façon à ce que mentalement, ils soient bien disposés, soient en confiance. Alors que Xabi Alonso, c'est un petit peu plus strict. Ça a fonctionné avec le Bayer Leverkusen. Mais est-ce que ça va fonctionner avec le Real? Est-ce que tu penses que comme entraîneur, il va réussir cette transition? Bah, il a deux très gros atouts qui sont quand même un excellent tremplin, une excellente certitude, une excellente assurance pour le Real. C'est que il a un palmarès qui sera forcément, obligatoirement respecté par les joueurs et par ses dirigeants
ce palmarès où il a réussi en Angleterre, il a réussi en Espagne, il a réussi en Allemagne comme joueur. Il a derrière propulsé le Bayer Leverkusen dans son premier mandat sérieux de coach. Et donc, il part avec un bagage immaculé, quoi. Ça, c'est un premier avantage majeur. Et le deuxième, peut-être, c'est que il connaît les codes, il connaît la maison. À Madrid, bien sûr. C'est un sénateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a la sagesse, qui a le recul, qui a toutes les armes, hein, n'est-ce pas? Les armes sportives, les armes dans la communication. euh, et en plus, il est encore capable, à son jeune âge tout frais, il est encore capable de s'immiscer dans les entraînements, de montrer aux joueurs comment il faut faire une passe. J'exagère à peine, hein. Bien sûr, on ne va pas montrer à des joueurs comme Kroos, Zinedine Zidane ou Karim Benzema comment on fait une passe, mais il peut aujourd'hui encore avoir la précision ballon au pied nécessaire pour dire aux joueurs, ben, il vaudrait mieux faire comme ça. Donc ce charisme, cette réussite sportive par le passé et sa connaissance de la maison lui donnent, à mon avis, tous les atouts. Après, on sait très bien qu'il y a une part d'irrationnel quand même à Madrid, avec ce président électrique, avec un peuple extrêmement impatient. Donc il va aussi dépendre, bien sûr, et c'est ce qui a été un problème pour Ancelotti cette saison avec les blessés, il va aussi dépendre de l'équilibre de l'effectif, Xabi Alonso. Mais ce qu'il nous a montré là sur les 2 saisons, avec un tout petit bémol cette saison, parce qu'il ne pouvait pas faire aussi bien que la saison passée, avec Leverkusen, ce qu'il nous a montré, donne quand même de très très belles promesses. Moi, je serais surpris, enfin, on n'est pas surpris des échecs dans le football parce que il peut se passer un peu n'importe quoi selon que les vestiaires ne s'entendent pas. Il y a plein de raisons pour que ça ne marche pas, mais je ne serais pas surpris s'il réussit tout de suite de belles choses et s'il propulse tout de suite son Real sur un jeu convaincant, des résultats et qu'il réinstalle l'équipe, ce qu'elle est par nature, dans les favoris, dans les 3-4 favoris pour tous les trophées dans lesquels elle s'engage, pour tous les titres dans lesquels elle s'engage. Xabi Alonso au Real, pour résumer ce que je viens de dire, c'est un destin qui semble assez naturel. Après, quelle sera la durée de son mandat, ça, on ne peut pas dire, bien sûr. Mais voilà, certains disaient il y a quelques mois, c'est trop tôt, il n'a pas prouvé assez, c'est la chance du débutant, des choses comme ça. Aujourd'hui, Xavi Alonso n'est plus contesté par personne et c'est le moment pour lui, sans doute. Même si on aurait en Allemagne et au Bayern espéré le garder 12 mois de plus, c'est le moment pour lui de se frotter aux plus grosses écuries avec le Real, qui est quand même aussi en partie son Real. Ça va être intéressant de voir à la Coupe du monde des clubs et aussi pour la prochaine saison ce que Xabi Alonso va accomplir avec le Real Madrid, surtout considérant que Barcelone a une équipe de jeunes et que Hansi Flick, un autre entraîneur allemand de surcroît, a réussi, ce que lui a réussi avec le Barça cette saison. C'est un gros retour pour cet entraîneur après l'échec avec la sélection allemande, notamment. Ça va peut-être raviver la rivalité entre les deux clubs en Espagne. On verra ça à la longue. Mais un dernier mot sur le Bayer Leverkusen, parce que bien entendu, il n'y a pas que l'entraîneur qui a quitté le club récemment. Jérémy Frimpong, un des meilleurs défenseurs latéraux en Bundesliga et un des joueurs les plus rapides aussi du circuit, a été transféré à Liverpool et maintenant le club anglais des Reds convoite Florian Wirtz et semble être en tête de peloton pour aller l'acquérir pour un montant qui avoisine les 150 millions d'euros. C'est pas confirmé encore, mais le Bayern Munich a comme renoncé à la course pour aller le chercher, étant donné ce que Liverpool est prêt à mettre sur la table. Alors maintenant, si le Bayern Leverkusen se fait aussi dépecer ou, disons, piller ses meilleurs éléments, est-ce que le nouvel entraîneur du Bayern Leverkusen, Eric Ten Hag, aura les armes qu'il faut, selon toi, au mercato estival pour que le Bayer Leverkusen reste une équipe compétitive la saison prochaine? Je sais qu'on s'avance un peu à l'avance et que la question va sans doute être reposée plus tard, mais je te la pose étant donné les événements là, qui se produisent maintenant. Est-ce que selon toi, avec l'argent qu'on va récolter des transferts, le Bayer Leverkusen va investir sagement de façon à avoir une équipe compétitive et qui permettrait à Eric Ten Hag d'avoir ce qu'il veut et d'être capable de maintenir l'équipe à un haut standard comme Xabi Alonso a réussi à faire au cours des 2 dernières années?
L'idée est assez simple, elle est assez commune et elle n'a pas toujours fonctionné par le passé. Je vais vous donner un exemple là parce que c'est pas le même poste, mais ça va vous éclairer peut-être. L'idée est assez simple, c'est-à-dire on récupère une grosse somme supérieure à 130 millions d'euros sans doute effectivement. On récupère une grosse somme et on la réinvestit sur trois, quatre joueurs. N'est-ce pas? On la distribue, on la répartit sur trois, quatre joueurs de niveau très correct, aux alentours de 25, 30, 40 millions d'euros peut-être pour chacun d'entre eux, ce qui fait un total correspondant à la somme de la valeur de Florian Wirtz. Ça présente l'intérêt qu'on peut se renforcer sur plusieurs lignes. N'est-ce pas? On peut avoir un attaquant, on peut avoir un ailier, on peut avoir un milieu, on peut avoir un défenseur. Pas forcément tous, mais au moins trois d'entre eux. Ça présente l'inconvénient qu'on ne remplace pas un joueur de ce calibre-là par l'équivalent. Au Bayern, souvenez-vous, quand on a eu le départ de, je crois que c'était Lewandowski, on s'est dit, ben on va répartir les forces sur différents joueurs offensifs. Ça n'a pas fonctionné. Même avec Sadio Mané, qui était quand même un sacré calibre en provenance de Liverpool, peut-être un petit peu usé, mais quand même un joueur de premier plan. Même avec des joueurs comme ça n'a pas fonctionné. Donc il y a ce risque d'une perte de performance. Mais on se structure, on se renforce, on étoffe un peu l'effectif, et c'est ce que je crois que c'est ce que le Bayer Leverkusen veut faire, avec toujours quand même, même en l'absence de Xabi Alonso, cette expertise de recrutement sur plusieurs continents. Simon Rolfes est compétent, le directeur sportif, dans la recherche de jeunes joueurs. Fernando Caro, le patron espagnol et hispanophone, a évidemment des antennes en Amérique du Sud et dans les pays hispanophones, justement. Donc il y a des arguments aussi. Bien sûr, je redis, on ne peut pas remplacer Florian Wirtz. Donc il va falloir procéder différemment. Il va falloir espérer que Aleix Garcia, souvenez-vous, la recrue de l'hiver d'avant, qui n'avait pas fonctionné alors qu'il coûtait quand même relativement cher et il venait d'un club où il avait fait ses preuves. Il faut espérer que ce genre de profil, l'intégration soit plus immédiate que pour lui parce que finalement, il n'a pas joué beaucoup, il n'a pas été très influent, il n'a pas pesé sur beaucoup de matchs. Donc oui, il y a le danger quand vous faites partir, quand vous laissez partir contre une forte somme d'argent, on est bien d'accord, un joueur du calibre de Florian Wirtz risque de ne pas retrouver exactement la même compétitivité. Mais voilà, ils vont essayer de répartir leurs forces, les recruteurs du Bayer Leverkusen. Je crois que des choses sont déjà en route, il y a déjà un ou deux, au moins un transfert à peu près sûr ou certain. Je ne les ai pas encore tout à fait en tête, il faut analyser ça en vue de la prochaine saison, mais l'idée, ça va être de répartir les forces pour diminuer les risques d'échec. À suivre donc. Je continue avec le classement. L'Eintracht Francfort, troisième. Belle saison encore pour cette équipe. On arrive à, parlant d'exemple d'un effectif qui se renouvelle à chaque fois. Je pense que l'Eintracht Francfort en a une belle preuve. On vend bien les joueurs, mais on achète très bien aussi. Et on sera en Ligue des Champions la saison prochaine du côté de l'Eintracht Francfort. Toi et moi, on a souvent évoqué comment cette organisation fonctionne très bien. Même les changements d'entraîneur, on les gère bien. Quand Oliver Glasner est parti, on a su le remplacer. Et on semble être capable d'adapter des identités différentes et de recruter en fonction. Alors ça, de ce côté-là, je ne suis pas étonné de cette troisième place. Par contre, ça, on en a parlé, mais cette fois, on peut le dire. Le Borussia Dortmund a déjoué les attentes après une première moitié de saison, même je dirais les deux tiers, qui étaient très pauvres. On était en danger de ne même pas faire de compétition européenne. Et finalement, on termine avec 57 points. À la quatrième place, on revient en Ligue des Champions et on termine même avec un différentiel de plus 20. Ce qui est surprenant, c'est à croire que tous les blessés ou tous les joueurs, avec Niko Kovac comme entraîneur qui a remplacé donc en poste son prédécesseur, comme entraîneur remplaçant auquel moi j'avais des doutes, et toi aussi d'ailleurs, a quand même réussi à ce que le bateau là, aille dans la bonne direction. Et cette fois, le Borussia Dortmund revient donc en Ligue des Champions. Et on a en plus une Coupe du Monde des clubs pour se préparer pour la saison prochaine. Ça va être quoi maintenant le défi du Borussia Dortmund pour la saison estivale? Parce que c'est clair que malgré cette remontée spectaculaire, il y a des joueurs qui n'ont pas livré la marchandise et il va falloir étudier la possibilité, si Niko Kovac reste en poste, de trouver une équipe peut-être à son image, mais est-ce que ça va fonctionner aussi? J'ai quand même toujours mes doutes. Alors, exactement,
à tes yeux, David, là, qu'est-ce que le Borussia Dortmund doit faire pour redevenir compétitif et pas juste attendre un élan de fin de saison là, tout à coup là, pour y aller, là, si on veut, là, d'un ultime effort pour aller chercher, aller coiffer au poteau la dernière place disponible en Ligue des Champions, alors que toi et moi, il y a quelques mois, on n'y croyait tout simplement pas. Oui, le Borussia Dortmund est bien heureux là et il a déjà budgété dessus d'ailleurs, est bien heureux de récupérer quelques dizaines de millions d'euros avec le mondial des clubs. Ce serait même plus de 100 si la victoire finale devait advenir, mais on n'en est pas là, bien sûr. Il y a un mois de compétition et puis le Borussia ne sera pas le favori numéro un, bien sûr. Mais en tout cas, on a déjà budgété, on a déjà ponctionné pour les mois qui viennent sur ce budget-là. On a déjà anticipé cette manne financière pour le recrutement. C'est Niko Kovac hein, qui a remis l'équipe d'aplomb sur l'attitude, sur une forme de, comment on pourrait dire ça, de cohésion. C'est quand même une évidence sur la fin de saison. Et puis, il a remis d'aplomb aussi quelques joueurs qui étaient la tête dans le seau, la tête dans le sable même pour certains. J'ai des doutes aussi sur les compétences de Niko Kovac pour proposer une nouvelle ère sportive. Est-ce qu'il a les compétences pour dessiner une équipe avec un style de jeu fort, avec une identité forte, comme le font des personnes comme Guardiola ou Vincent Kompany? Ça, je ne sais pas, j'ai des doutes. Mais au moins, depuis son arrivée et pour la saison qui vient, il y a un souffle. Il y a un souffle, il y a un élan, il y a effectivement une façon de se présenter au public et à l'adversaire nettement plus dynamique que ça n'était avec Nouri Sahin, qui n'avait pas l'expérience suffisante, hein, on l'a constaté, pour tenir un groupe comme ça. Des joueurs comme Sabitzer, des joueurs comme Julian Brandt, des joueurs comme même Grigor Kobel, qui avait souffert de l'ambiance morose. Des joueurs comme ça ont besoin d'un chef de meute suffisamment charismatique. Et avec Kovac, ça, on l'a. Pour combien de temps? Ça, c'est à voir, parce qu'on a vu qu'il s'était usé à Wolfsburg, il s'était usé au Bayern aussi, et que ça n'avait pas été forcément une grande réussite. Avec Francfort par le passé, il avait réussi quelque chose de fort, mais là aussi, c'était sur du moyen court terme. Mais voilà, il y a un élan retrouvé, il y a une confiance retrouvée et le Borussia Dortmund est sur la pente ascendante. Ça peut être très utile pour ce mondial des clubs qui vient. Après, pour voir plus loin, il va falloir regarder un petit peu, Mathieu, aussi un peu les joueurs qui peuvent venir, qui peuvent renforcer cet effectif. On a vu un Karim Adeyemi là avec l'équipe nationale pas forcément très brillant. Schlotterbeck était blessé. Les rares satisfactions de la saison, on peut compter sur eux, c'est-à-dire Félix Mecha et Julian Ruerson, les deux principales peut-être satisfactions de la saison. Allez, peut-être il y a Guirassy aussi en attaque, bien sûr. Il faut garder ce noyau-là et le renforcer. Donc il y a quand même pour le Borussia un sacré défi si on veut revenir un petit peu à la hauteur d'un statut de dauphin du Bayern qu'on revendique. Tu posais la question il y a 10 minutes. Est-ce que le Bayer Leverkusen peut se maintenir comme challenger du FC Bayern? Oui. Est-ce que le Borussia Dortmund peut revenir disputer à Leverkusen ce statut de numéro 2? C'est ce qu'il souhaite et c'est ce qu'on demande à voir, c'est ce qu'on attend de voir. C'est vrai que ce sont des grandes questions là qu'on pose. Ça va dépendre en partie des joueurs recrutés, puis ça va dépendre de la mentalité que Kovac parviendra à maintenir. Parce que je le répète, à Francfort, à Wolfsburg, au Bayern Munich, il a fait de bonnes choses. Et puis aussi derrière, ça s'est essoufflé, ça s'est fatigué, les joueurs en ont eu marre et on est passé à autre chose. Donc voilà, sur le court terme, j'ai pas trop de doutes sur l'énergie qu'il peut apporter. Sur du plus long terme, sur une saison complète et au-delà, ça, on ne sait pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que derrière le Borussia Dortmund, on a deux équipes surprises qui occupent respectivement la 5e et la 6e place, soit les dernières places pour des compétitions européennes. D'abord en 5e place, le FC Fribourg, dirigé par Julian Schuster, qui a succédé à un entraîneur légendaire au FC Fribourg. Et on se demandait si Julian Schuster allait réussir à maintenir ce haut niveau de compétition et d'engagement de la part de cette toute petite équipe qui n'a pas le plus gros budget en Bundesliga. Eh bien, croyez-le ou non, Fribourg termine 5e, revient en Ligue Europa et en plus, moi, corrige-moi si je me trompe, David, mais c'est une des rares équipes qui termine dans le top 5
avec un différentiel négatif, -4. Mais malgré tout, au regard de ce qu'ils ont à faire cette saison, je ne crois pas que c'était immérité non plus. Et c'est là où, justement, me vient une question rapide comme ça. Est-ce que Julian Schuster a réussi, donc, ce sur quoi... en fait, est-ce qu'il a réussi, donc, à éliminer les craintes qu'on avait en début de saison par rapport à la succession de son prédécesseur? Parce que, en quelque part, ce que son prédécesseur a fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que pendant 12 ans, le SC Fribourg a été, comment dirais-je, une équipe qui était souvent 7e, 8e, 9e, mais qui était souvent compétitif, Oui, dans la exactement. mesure où, c'est ça, qui était toujours omniprésent, qui était sous Christian Streich, justement. J'avais un petit blanc sur son nom, mais là, ça m'est revenu. Donc, sous Christian Streich, on avait une idée à quoi s'attendre de cette équipe. Mais avec Julian Schuster, on ne savait pas. Et là, cette équipe termine la saison à la 5e place. Et j'ajouterais, puisque là, en début de question, je parlais de la 6e place. En 6e, on retrouve le FC Mayence, dirigé par Bo Henriksen, que personne ne voyait là au classement, et qui va donc jouer la Ligue Europa Conférence, différentiel de +12. On termine la saison comme on l'avait commencé, parce que c'est souvent le défaut de Mayence. On termine généralement bien les saisons, mais on démarrait un peu en retard. Là, c'est le Borussia Dortmund qui a fait ça cette année. Mais Mayence, justement, ça, c'est l'autre surprise. Alors, avec ce que Schuster et Henriksen ont fait avec leurs équipes respectives, les qualifier l'équipe surprise, est-ce que c'était vraiment des surprises? Et en quoi ces entraîneurs-là ont réussi à ce que ces équipes-là, qu'on voyait peut-être dans le cas de Fribourg, reculer peut-être, parce que remplacer Christian Streich, c'était pas si simple que ça. Et dans le cas de Mayence, Bo Henriksen, peut-être qu'il n'y avait pas de pression, je ne sais pas trop, mais il semble avoir réussi. Et Mayence avait perdu des bons joueurs. Brian Gruda était parti durant l'entre-saison avant le début de cette saison. C'était pas si évident que ça. Alors, je ne veux pas minimiser la réussite de ces deux équipes, mais comment on explique là, de façon pragmatique, de façon rationnelle, à quel point ces équipes-là ont réussi à faire plus que ça à quoi on s'attendait? Ce sont clairement les deux sensations de la saison. Les Allemands considèrent que Mayence est la grande sensation. Nous, on peut aussi dire que le SC Fribourg, à la même hauteur et plus haut, en fait, factuellement, que le Fribourg de Christian Streich, c'est une belle sensation. On peut expliquer. Je veux dire, on a des arguments assez faciles à trouver si on regarde un peu le pédigré. Julian Schuster, c'était un joueur charismatique dans l'équipe de Fribourg. Pas connu, c'est pas Zinedine Zidane, c'est pas Vincenzo Grifo, c'est pas Nils Petersen, c'est pas Philippe Lienhart, mais c'était un joueur charismatique, qui avait une qualité de meneur avec ses coéquipiers. Là, il a été capitaine de cette équipe de Fribourg, et à Fribourg, on n'avait pas trop de doutes sur sa capacité à switcher, à passer du rôle de capitaine au rôle d'entraîneur, malgré sa jeunesse en âge. Et effectivement, on en a eu la preuve cette saison. Il a été, il y a eu très très peu de creux, il y a eu très très peu de séries sans victoire. Effectivement, la différence de but montre qu'on a optimisé ces fameux rapports qualité-prix, hein, quand vous êtes dans le commerce. C'est-à-dire c'est comme dans le rallye dans les années 50, 60, 70, le rallye où on avait des voitures moins puissantes mais plus légères qui rivalisaient avec les puissantes mais trop lourdes, n'est-ce pas? Quand c'est un peu sinueux, quand le terrain est un peu défavorable, etc. Ben là, c'est ça. C'est-à-dire le SC Fribourg, il y a des joueurs qui ont adhéré, il y a des joueurs qui sont identifiés. J'ai cité Vincenzo Grifo, je suis fasciné, je suis bluffé par la capacité de ce joueur-là qui pourrait jouer la star, qui pourrait dire moi je suis l'Italien de service, je suis machin. Aucun cliché à ce niveau-là et il est au service de son équipe. Il a distribué les passes décisives, il a, il a fait les efforts, il a montré le chemin et j'ai pas l'impression que Schuster ait été obligé de beaucoup remettre ses joueurs dans le droit chemin pendant la saison. Ce qui veut dire que il était l'adjoint de Christian Streich. Il était donc identifié par ses joueurs.
il a basculé comme entraîneur principal, c'était une évidence pour tout le monde. Personne ne le connaissait en Europe, mais il fait une très belle saison, il est dans le top 5 et je m'en réjouis fortement. Ça veut dire qu'on peut être un entraîneur un peu novice, avec malgré tout quelques qualités humaines naturelles, et hop, on bascule et il fait une très belle saison. Maintenant, il faut qu'il continue, et je sais qu'à Fribourg, on va continuer à garder les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, pas de dépenses inconsidérées comme on a pu avoir à Union Berlin, par exemple, il y a 2 ans. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Et l'aventure européenne, ils l'ont déjà connue. Le SC Fribourg, ils ont déjà joué la Coupe d'Europe. J'ai eu l'occasion de les commenter. Moi, ils ont leurs limites en Coupe d'Europe, mais ils vont savoir en profiter au maximum aussi. Et il n'y Ils ont aura fait des pas. bons parcours historiquement Oui, quand même. oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Avec, C'est avec, comme avec. s'ils arrivaient, petite parenthèse, c'est comme s'ils arrivaient en se disant on n'a pas la pression de gagner absolument, restons Oui, c'est nous-mêmes, ça. et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils sont restés eux-mêmes en Ligue Europa comme en Bundesliga. Je veux dire, tu parlais de Griffo, mais Griffo, essentiellement, je ne le vois pas comme une superstar au Non, reste des autres joueurs. C'est ça que tu le disais au début, c'est ça qui définit cette équipe. C'est comme si Schuster n'avait rien changé. Peut-être qu'il a apporté sa touche, comme tu l'expliques. Mais j'ai eu du mal à voir qu'est-ce qui le distinguait de Christian Strike, à part peut-être au niveau des résultats, justement. bah, c'est un peu plus offensif, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de témérité, un peu plus de courage, peut-être courage, non, le mot est trop fort. Il y a un peu plus d'emballement vers l'avant. Toute proportion gardée, hein, ça reste Fribourg, une espèce euh, on cherche pas à C'était mettre pas le une feu au équipe qui terrain. manque de courage au départ, de toute façon. Ils sont déjà courageux, je trouve. Oui, oui. Mais c'est parce qu'ils sont solidaires sur un terrain. Et même pour une grosse cylindrée, ils sont jamais évidents à affronter. Non, parce que ce sont des joueurs qui font les efforts, qui parcourent beaucoup de kilomètres. Et on sait, ils ont conscience de leur statut, de leur niveau, et ils savent que s'ils amènent tous les ingrédients nécessaires pour lutter, ben, ils seront un peu au-dessus de ce qu'on attend d'eux. Et c'est ce qui s'est passé là. Mais chapeau, chapeau sur cette saison-là. Côté Bo Henriksen, on a un peu des ingrédients comme ça aussi. Mayence est peut-être un peu plus impatiente, et peut-être un petit peu plus bling-bling. Il y a quand même quelques joueurs peut-être un peu plus statutaires qui sont passés par Mayence, bien sûr. Des entraîneurs aussi, Thomas Tuchel, euh, Jürgen Klopp, d'autres encore qui ont apporté, qui ont tiré le club vers le haut. Mais Bo Henriksen, formidable. Formidable. Il venait haranguer le public avant les coups d'envoi des matchs. On le voyait bondissant sous la tribune pour que le public voilà, après, prenne un peu l'ambiance, se nourrissent de l'énergie du stade. Les joueurs en ont profité aussi. Super, on les aurait presque vus un peu plus haut même, hein. Vous avez suivi les dernières journées, vous avez vu que aussi bien Mayence que Fribourg auraient pu être quatrième. Ça aurait été une sensation encore plus forte. Finalement, Dortmund a récupéré entre guillemets son bien, mais ce sont deux équipes qui nous ont emballés, pas forcément avec un jeu à la FC Barcelone. Non, non, c'est pas ça, mais en sublimant leurs moyens. Et ça, j'aime beaucoup. Avec la mentalité, avec quand même des tauliers. On pense à Mayence, à des défenseurs qui ont montré le chemin. On pense évidemment à Johnny Burkhardt en attaque, qui a été un petit peu le prodige de la saison, qui a été buteur, qui fait partie des 3-4 meilleurs buteurs du championnat. Voilà, deux belles surprises sur ces deux équipes-là. Fribourg plus sur le collectif. Mayence, le collectif aussi, bien sûr, l'entraîneur, un gars avec une énergie bouillonnante, et puis quelques individualités quand même aussi. Tu parlais de Brian Gruda, on a vu Johnny Burkhardt cette saison, le gardien aussi formidable. Ouais, les deux plus belles surprises de la saison, Fribourg et Mayence dans l'ordre que vous voulez, hein, on sera pas sectaire. Non. Mayence, troisième meilleure défense de la saison, ça, je n'aurais jamais parié là-dessus. Et ça explique le différentiel de plus 12 parce qu'effectivement, ils ont eu des joueurs comme Jonathan Burkhardt pour marquer les buts qu'il fallait. Et donc, cette sixième place est tout à fait méritée. Mais je note qu'ils ont bien démarré leur saison et ça les a aidés. Et c'est une équipe qui finit en général assez bien leur saison. Mais là, on a eu une fin de saison palpitante parce que là, tu avais Dortmund qui remontait, la lutte était très serrée pour les dernières places disponibles. Alors que si Mayence avait perdu cette dernière place, mettons, dans le dernier droit, ça aurait
je pense que l'aspect équipe surprise serait demeuré. Mais là, on a l'impression qu'ils ont eu une récompense ultime pour toute leur saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Là, on en arrive aux déceptions. Parce qu'à la 7e place, et aucune compétition européenne à l'horizon pour la première fois après plusieurs années, le RB Leipzig. Marco Rose a été remplacé avant la fin de la saison, fin mars, par un dénommé Zoltlo. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché la chute de Leipzig, qui termine donc 7e, qui a presque autant de défaites que de victoires, ce qui est assez décevant. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné cette année, notamment au niveau de l'attaque. On dirait que tout a baissé. Défensivement, il y a eu quelques signes d'amélioration, mais on a terminé avec plus 5 au niveau du différentiel. Mais la mauvaise habitude de Leipzig de perdre des matchs qu'il se doit de gagner, des contre-performances, là, il y en a eu plus cette année. C'est à se demander là, au sein de la direction, et là, je remonte même jusqu'à Jürgen Klopp, on doit se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Leipzig arrive enfin à franchir un palier? On croyait qu'on avait trouvé la recette avec 2 Coupes d'Allemagne consécutives. Moi, je m'étais dit, l'appétit vient en mangeant. Mais là, cette année, c'est clair qu'il y a eu un recul. Comment on explique ça? Et est-ce qu'on a déjà des indications de ce que la direction Red Bull veut faire pour relancer son club pour la saison prochaine? Ouais, c'est la saison la plus décevante depuis la création du club, je pense, même si il y a eu de très courtes périodes de stagnation lorsqu'il a fallu passer de la 5e division à la première. Ça s'est pas fait non plus en 5 ans. Il y a eu quelques paliers, mais c'était une hausse et une progression constante. C'est la saison la plus décevante depuis la création du club. Pas de qualification européenne. C'est la première fois que ça arrive depuis que Leipzig est monté, hein, en première division. C'est dire aussi quand même l'exigence. Alors on met les moyens, hein, bien entendu, on le sait avec le groupe Red Bull, bien sûr, mais c'est dire l'exigence quand même là, et il y a une grosse frustration. Euh, Ça a été frustrant pour nous aussi aux commentaires, en regardant les matchs. Il y a eu quelques très bons passages, quelques très bonnes mi-temps, dignes et typiques de ce que ce club peut produire. Et puis par ailleurs, il y a eu des choses décevantes. Euh, le diagnostic immédiat, ça a été de dire le groupe, l'effectif du RB Leipzig était moins fort que ce qu'il semblait être, n'est-ce pas? Avec des joueurs qui n'ont pas le niveau auquel on les attendait. Geertruida, par exemple, le défenseur néerlandais. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il était censé être un joueur du niveau des autres. Bon, ben, il a pas répondu aux attentes. Euh, le poste de gardien, ça va. Il n'y a pas grand-chose à dire. N'est-ce pas? Même si il y a eu quelques remous parce que Goulachi n'a pas fait toute la saison, etc. Mais bon. Mais devant, il y a beaucoup de déceptions. Des joueurs censés être confirmés qui ont été un peu décevants, notamment aussi en défense. Xavi Simons, le petit prodige néerlandais milieu offensif, parce que il faut vite venir sur lui quand même, qui n'a pas eu la bonne attitude. Il a plus voulu faire la différence au fil des semaines par lui-même que en se fondant dans un collectif. C'est jamais une très très bonne nouvelle, à part si on s'appelle Diego Maradona et encore. Euh, et pourtant, il y avait quand même des individus, hein, dans ce RB Leipzig, n'est-ce pas? Euh, Benjamin Šeško, c'est un formidable joueur d'ailleurs. Il est sollicité par ailleurs. Mais globalement, effectif peut-être un peu court, effectif peut-être un peu trop rationalisé et trop de brassage avec des joueurs de niveau trop moyen pour vraiment lutter pour les 3 premières places. Je fais mon mea culpa puisque c'est ma principale erreur de la saison, Mathieu. Moi, j'avais dit assez vite, en août-septembre dernier, en voyant les résultats du RB Leipzig, parce que vous vous souvenez peut-être pas, mais au début, ça pétillait fort, j'avais dit, c'est le principal adversaire du Bayern pour le titre. Et puis, on a compris au cœur de l'hiver que non, qu'il n'y avait pas suffisamment de moelle, que peut-être l'entraîneur plafonnait, même si on nous avait claironné que c'était un homme de la maison, qu'il était l'homme idéal pour ça. Finalement, il n'a pas pu exploiter son effectif au maximum, mais j'insiste, pour moi, et c'est pas moi qui ai fait le constat le premier, les joueurs, ligne par ligne, n'étaient pas forcément tous au niveau auquel on les avait espérés, auquel les recruteurs les avaient espérés. C'est
avec Hoffenheim peut-être aussi, dont on dira peut-être un mot plus tard. C'est la principale déception de la saison. Moi, je ne suis pas un anti-RB absolu. Je trouve ils ont une très bonne identité de jeu, ils pratiquent un jeu intéressant, qui pompe beaucoup d'énergie mentale et physique, mais qui est très intéressant à voir dans ce fameux jeu de transition, comme on dit beaucoup. Et cette année, on a vu ça trop peu, très peu. C'est frustrant d'autant plus, Mathieu, qu'en Ligue des Champions, ça s'est joué très souvent à un but d'écart. Une défaite 1-2, une défaite 2-3, une défaite 0-1. Ils étaient tout prêts, même contre le Real, n'est-ce pas? J'ai souvenir. Une mi-temps formidable contre le Real où le Real Madrid se fait secouer comme jamais. Ça, c'était aussi avec Stuttgart, même chose. Mais ben, ça n'a pas suffi et la saison est décevante. Tu poses la bonne question, moi j'ai pas la réponse. Comment Red Bull va rebondir sans Ligue des Champions la saison prochaine? Comment faire venir des joueurs? Il va falloir puiser peut-être dans un réservoir de très jeunes joueurs pour pouvoir les motiver en disant attention, on va viser la qualification européenne, on va viser la Coupe d'Allemagne. Ça, c'est une énigme. On va voir comment le club se réinvente. Et surtout, autre mystère, que va continuer à y faire Jürgen Klopp? Parce que la presse aujourd'hui en Allemagne pose la question, que fait Jürgen Klopp? Il est en visite dans tel ou tel club, il est en visite dans tel ou tel pays. Et pour l'instant, il n'y a pas de clarté. Il fait En tout des cas, pubs de Trivago. oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de clarté sur la mission, la stratégie et l'apport de Jürgen Klopp. Et c'est un symbole pour dire que le club traverse une période trouble et traverse des nuages dont on ne sait pas s'ils vont livrer un gros grain ou s'ils vont se dissiper pour le soleil nouveau. On leur fait confiance pour le recrutement. On sait qu'ils savent toujours bien faire, mais en tout cas, la dernière vague de recrutement, j'évoquais Troida, mais il y en a d'autres, n'a pas donné la satisfaction et ça fait que le club doit absorber un remous et un reflux de ses performances. Il y a peut-être un examen de conscience à faire aussi sur la nature du recrutement, sans nécessairement changer l'identité qu'on veut donner au club. Mais il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là. Surtout que derrière, au classement, avec le même nombre de points, mais un différentiel un peu plus négatif, on retrouve le Werder Bremen. Ça fait une deuxième saison de suite que le Werder Bremen termine au-dessus, donc dans la portion, là, la première moitié du tableau. Donc, Ole Werner est en train de réussir quelque chose avec cette équipe, même si on est loin de l'époque de l'âge d'or où ils étaient régulièrement dans le top 4 avec des joueurs comme Johan Mikou, Miroslav Klose, par exemple. Mais néanmoins, comme ça fait 2 saisons de suite que le Werder Bremen n'est pas en danger de relégation, je trouve ça encourageant. C'est signe que ce qu'on a vu l'année dernière s'est stabilisé un peu cette saison, même s'il n'y a pas de joueurs connus. Alors, je vais m'arrêter là pour l'analyse parce que je veux passer rapidement à Stuttgart, qui a terminé 9e, mais avec un différentiel de plus 11, qui est quand même assez impressionnant. Toutefois, Stuttgart a remporté la Coupe d'Allemagne cette année en battant l'Arminia Bielefeld 4-2. Là, les gens vont dire, ils battent une équipe de 3e division. D'accord, mais cette équipe de 3e division a quand même éliminé 3 équipes de haut niveau en Allemagne pour aller en finale de cette Coupe. Donc, Stuttgart ne devait pas sous-estimer son adversaire devant. Alors, malgré qu'on ne termine pas 2e au classement et qu'on n'est pas dans les compétitions européennes, à moins que, corrige-moi, peut-être que la Coupe d'Allemagne leur permet un accès, je ne peux pas dire que je suis déçu de la saison de Stuttgart. Alors, on a mal démarré un peu. Il fallait digérer aussi la perte de nombreux joueurs, notamment la perte de Serhou Guirassy, qui était parti à Dortmund. Donc, il a fallu trouver, du côté de Sébastien Hoeneß, une façon de les remplacer. Cela dit, le milieu de terrain, Enzo Mio, a semblé avoir franchi un cap cette saison. Il semble avoir pris du galon aussi. Et d'autres joueurs qui restent ont montré également leur qualité. On va espérer maintenant que Stuttgart ne soit pas à nouveau dépouillé, mais cette fin de saison, malgré la 9e place, la victoire en Coupe d'Allemagne, ça ne vient pas juste racheter pas mal de choses, ça vient plutôt confirmer que malgré toutes ces pertes, il y a moyen de travailler pour que cette équipe-là revienne plus forte, selon moi, la saison prochaine. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que Stuttgart, justement, va revenir plus fort, étant donné cette belle fin de saison et cette Coupe d'Allemagne là, qui est maintenant, qui va être maintenant dans leur vitrine pour la saison prochaine? Oui, alors on est quand même toujours dans cette espèce d'écosystème économique qui fait que des joueurs comme Voltemade, le grand avant-centre qui s'est un petit peu révélé cette saison, des joueurs comme Valdemar Anton est parti déjà vers Dortmund, des joueurs de ce calibre-là
Angelo Stiller, par exemple, aussi milieu de terrain, qui sont des internationaux désormais, vont être forcément un peu aimantés par des clubs de niveau supérieur. Donc si Stuttgart parvient à conserver un noyau de joueurs intéressants techniquement et dans leur mentalité, comme ceux que j'ai cités là, comme Denis Sundav aussi, qui a été un peu décevant à certains moments de la saison, mais ce sont des joueurs qui peuvent mener une équipe comme Stuttgart sur la scène européenne. Si on préserve ça, ça va. On a vu quand même la joie de ce club qui est un club énorme, c'est une très grande ville du sud-ouest, avec ce trophée qui effectivement leur donne un accès à la Coupe d'Europe. C'était un retour qui était très espéré par Stuttgart. Je pense que ça peut donner un vrai élan parce que c'est un argument bien sûr pour les joueurs pour rester. Pardon, parce que c'est conforme aux attentes de ce club-là qui a été champion il y a une quinzaine d'années, souvenez-vous, un peu plus. Euh, et moi, je suis comme toi. J'ai aimé ce qu'a fait Stuttgart. Il y a eu du jeu offensif. Sébastien Hoeneß est évidemment le garant de cela, l'entraîneur, le neveu de Uli Hoeneß. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas ainsi à Stuttgart. Bien sûr, il va falloir toujours renforcer tel ou tel poste, surtout si un ou deux joueurs majeurs s'en vont. Mais j'ai bon espoir que Stuttgart garde cet élan pour la saison qui vient. Moi aussi. Ensuite, là, on commence à rentrer dans la seconde moitié du classement. Borussia Mönchengladbach, 10e avec 45 points. L'arrivée d'un certain Klein-Dienst à l'attaque a certainement contribué à ce que Mönchengladbach ne soit pas en danger de relégation, contrairement à ce que j'avais prédit. Et Gerardo Sohan est toujours en poste. C'est quelqu'un qui s'amuse à déjouer mes pronostics. Peut-être que je ne le tiens pas en grande estime comme entraîneur, mais il faut reconnaître que Mönchengladbach a su apporter quelques améliorations pour terminer en 10e place. Wolfsburg est 11e avec un différentiel positif. C'est quand même pas si mal, même si c'est une équipe que j'ai toujours du mal à définir en ce moment. Et c'est encore le cas cette année. Augsbourg, qui est un peu à sa position habituelle, qui est 12e. On ne s'attendait pas à ni plus ni moins de la part de cette équipe, malgré la perte de son capitaine légendaire. L'Union Berlin, qui a changé d'entraîneur en cours de saison, on en a déjà parlé, 13e avec 40 points. Et après, c'est là que ça commence à se creuser. On a en 14e et 15e position le FC St. Pauli et le TSG Hoffenheim avec 32 points chacun. Pourtant, on ne peut pas analyser ces deux équipes de la même manière, David. D'abord, du côté du FC St. Pauli, on parle d'une équipe qui a été promue pour arriver pour une première fois en Bundesliga cette année. Alors, cette 14e place et cette façon d'éviter la relégation de façon, on va dire, à la régulière, on peut voir ça d'un œil positif, alors que Hoffenheim, 15e, en vertu de ce qu'on a déjà vu de la part de cette équipe, c'est un énorme recul et on a même cru qu'il y aurait peut-être danger de relégation de la part d'Offenheim ou la possibilité même de disputer un match de barrage. Et n'eût été du fait que Heidenheim, qui s'est fait piller ses 3 meilleurs joueurs et qui a terminé la position de barragiste, je vais y revenir un peu plus tard, et du fait que Bochum et Holstein Kiel ont affiché des performances au niveau de ça à quoi on s'attendait. Bochum l'avait échappé de justesse l'an dernier, cette relégation, mais cette année, ils n'ont pas pu le faire. Bref, peut-être que Hoffenheim doit au fait qu'il y a eu des pires queues pour qu'ils échappent à cette relégation. Et vous voyez comment, avec le même nombre de points, on n'arrive pas à la même conclusion. Alors donc, FC St. Pauli, donc, belle petite surprise, peut-être pas au même niveau que Mayence ou Fribourg qu'on a évoqué tantôt, mais on est la seule équipe dans les promus qui ont réussi à se maintenir. En revanche, bien, Hoffenheim, David, énorme déception. Je sais qu'ils ont l'argent à cause du propriétaire que tu mentionnes souvent, Dietmar Hopp, mais je ne pense pas que cette équipe-là va jeter son argent par les fenêtres pour améliorer l'équipe. Il va y avoir un travail à faire. J'ai l'impression qu'on n'a pas remplacé notamment les départs de joueurs à l'attaque comme Marcus Bayer. Et en plus, défensivement, c'est une des pires défenses de la Bundesliga et c'était le cas l'an passé aussi. Il va y avoir un sérieux travail si on veut espérer redevenir compétitif comme lors des saisons précédentes. Donc, tu vois ce contraste-là, David, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que St. Pauli, donc, c'est quand même une réussite dans les circonstances, et Hoffenheim, est-ce que je vois l'échec plus gros que qu'est-ce qu'il en a l'air? Ou alors, est-ce que c'est pas un sérieux avertissement
qu'il va falloir tout de même améliorer les choses en vertu de la saison prochaine. Oui, c'est de la vie générale et de l'aveu général, c'est la déception principale de la saison, c'est Hoffenheim, parce que c'est un gâchis par rapport à la matière dont on disposait, bien sûr. Tom Bischoff, le jeune milieu de terrain extrêmement talentueux et très prometteur, s'en va vers le Bayern, 19 ans. C'était décidé il y a longtemps, hein. Il va venir renforcer l'ogre de la Bundesliga. Ça fera une perte, bien sûr, pour Hoffenheim. On a entendu le gardien Baumann, l'international gardien de Hoffenheim, dire au micro, je crois que c'était au micro de Sky, mais peu importe, en fin de saison, il disait le nombre de buts qu'on a encaissés, beaucoup trop, quoi. On voyait que le gardien en avait ras la casquette de tous les buts que Hoffenheim a encaissés. Ça veut dire Il que la reçoit beaucoup de mentalité. tirs, Bowman. Je pense que ça se comprend. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il en avait vraiment marre de tous ces buts encaissés. Ça a été le principal défaut de la saison parce que sur la capacité offensive, sur le potentiel, quand vous avez Kramaric et les joueurs autour qui ont. Alors, bien sûr, il y a eu des départs, c'est sûr, au fil des saisons, mais Offenheim, on peut les imaginer tranquillement installés entre la 8e et la 12e place, quoi, à la louche. N'est-ce pas? Et là, on a eu une équipe qui a traînassé en fin de classement. Ça aurait vraiment été un accident de les retrouver dans les trois derniers, parce que encore une fois, enfin, vous avez des joueurs de très haut niveau dans cette équipe. Et on en a cité deux parce que c'est les deux principaux, enfin trois avec Bischoff qui maintenant s'en va vers la Bavière, mais le gardien et Kramaric. Ce dernier prend de l'âge, c'est vrai, mais ça reste un grand magicien, ça reste l'un des principaux joueurs de ce championnat, le Croate. Euh, donc Offenheim, déception, évidemment. Euh, Offenheim, simplement, en fait, c'est pas simple, mais est en quête d'identité. Que faire avec un tout petit bassin de population? Comment avoir un stade qui s'identifie à l'équipe? Euh, comment, euh, comment faire venir des joueurs dans ce petit bassin de population? Et jusqu'ici, ça a très bien fonctionné parce qu'il y a les moyens, parce que les conditions sont très bonnes, parce qu'il y avait eu Ralf Rangnick, parce qu'il y avait eu Nagelsmann, parce il y a eu quand même des sacrés techniciens là-dedans. Et aujourd'hui, ben, Hoffenheim se pose des questions. Faut-il garder l'entraîneur? Comment s'insérer dans le tissu géographique? C'est une équipe qui est en quête d'identité et je ne sais pas où ça va la mener. Ça, c'est certain que on ne sait pas où ça va la mener. C'est un club un peu artificiel quand même, voire beaucoup artificiel, très artificiel. Est-ce que ça peut durer sur des décennies? Je ne sais pas. Pour Saint-Pauli, c'est beaucoup plus conforme à ce qu'on pouvait imaginer. Tu l'as très bien dessiné à l'instant. Euh, c'est une équipe qui voulait se maintenir, qui avait un état d'esprit que moi je connais pour avoir été en reportage là-bas il y a quelque temps. On voit bien ce que c'est-à-dire une identité forte, de la cohésion, des joueurs qui ne peuvent pas se prendre pour les vedettes parce qu'ils sont des joueurs de standing de division 2, donc ils font le maximum. Avec un capitaine australien très intéressant dans son état d'esprit, dans son jeu aussi. C'est pas une équipe dont on peut attendre des victoires par 5-0 avec des gris-gris partout sur le terrain, mais c'est une équipe qui mérite largement de faire partie des Bundesligistes, comme on dit, dans la saison prochaine. Et c'est une équipe en plus, va nous proposer quelque chose de très intéressant, parce que pour ceux qui ont un peu de culture, comme toi et moi, de ce championnat, deux équipes de Hambourg dans lesquels il y a une énorme rivalité, deux quartiers différents, bien sûr, le gros HSV et le petit Saint-Pauli, qui est un quartier très populaire, très social, très comme ça, avec des valeurs très ancrées. Ça, ce derby-là, ça va être un vrai derby qu'on va retrouver. En deuxième division, ça faisait déjà du bruit. Là, on va le retrouver en première division. Ça va avoir un peu plus d'impact médiatique. Ce ne sont pas des matchs à manquer parce que c'est une atmosphère un peu comme Schalke-Dortmund, hein, bien sûr. Quand Schalke est dans la même division que Dortmund, ce sont des derbies, des vrais derbies, pour le coup, une vraie rivalité locale, une vraie rivalité de la ville, de cette ville de Hambourg. Et ça, on peut se réjouir de retrouver les deux clubs dans la Bundesliga la saison prochaine. Même si le niveau, il ne faut pas s'attendre à un niveau tout de suite Leverkusen, Dortmund, Bayern. Mais il y a un intérêt à voir ces matchs rien que par le face-à-face entre les deux clubs. Oui, eh bien, parlons-en des promus, puisque tu viens d'entrouvrir la porte. Euh, D'abord, première information, c'est que Heidenheim, qui a terminé 16e barragiste, affrontait le 3e de Bundesliga 2, le SV Elversberg.
et ça s'est terminé par le maintien en 2 matchs, bien sûr, au total des buts du FC Heidenheim. Mais ça a été très, très serré, ces affrontements, je tiens à le souligner. Heidenheim avait remporté le premier match 2-1 et match nul 2-2 ensuite. Alors, donc, un seul but de différence fait que le FC Heidenheim est parvenu à se maintenir. On a failli avoir un cas historique où ça aurait pu être l'inverse, comme ce qui s'est passé en France, notamment avec la victoire de Metz qui s'est qualifié, notamment. Là, je parle pour les barragistes, là, pour la Ligue 1. Mais il y a quand même 2 clubs promus. Les champions, le FC Cologne, qui est donc de retour après 1 an d'absence seulement en Bundesliga. Tu nous expliqueras pourquoi, David. Et tu l'as dit, Hambourg, après l'avoir échappé la saison dernière, alors que normalement, ils auraient dû être qualifiés directement. Ils ont terminé 3e, mais ils ont échoué en barrage ensuite contre Bochum. Bref, Hambourg, ça a été très frustrant la saison dernière. Et là, cette année, même si on termine à 2 points de la tête, on est 2e, on est qualifié directement. On a beaucoup parlé de Hambourg et là, cette fois, ça y est, ils sont qualifiés. 1 point de plus qu'Alversberg. C'est eux qui maintenant connaissent cette frustration. J'en profite pour souligner qu'en Bundesliga 2, on a des équipes qu'on connaît bien qui ont été décevantes. Je pense à l'Hertha Berlin, 11e. Et encore pire, le FC Schalke, 14e au classement. Là, on parle d'équipes qu'on avait l'habitude de voir en première division. Ça a été des saisons difficiles. Mais tout ça pour dire que Cologne et Hambourg sont de retour. Alors, Hambourg a eu le meilleur différentiel malgré tout à la fin de la saison. C'était une très bonne équipe. Tu vas sans doute nous expliquer de quoi elle est faite et selon toi, pourquoi elle va rester peut-être compétitive pour espérer se maintenir en Bundesliga. Et le retour du FC Cologne avec un nouvel entraîneur, bien sûr. Comment on explique ce retour aussi vite que la descente qui avait eu lieu la saison dernière? Alors, vas-y, David, parle-nous de ces 2 promus qui joueront en Bundesliga la saison prochaine. Oui, y a quand même plusieurs intérêts très objectifs à retrouver des clubs comme ça en première division. Hambourg, c'est quand même un champion d'Europe. C'est quand même un club, enfin c'est le grand club du Nord, quoi, vraiment, quoi. Bien sûr, tout le monde connaît le Werder Brême avec Miku, avec Klose, tu les as cités tout à l'heure. C'est un club aussi fascinant avec sa culture très propre, très identifiée aussi. Kiel, maintenant, qui est venu faire un tour en première division, qui était un peu limité, bien sûr, et qui redescend logiquement. Mais Hambourg, le retour d'Hambourg avec ce stade, ce stade hanséatique, très majestueux. Bon, Hambourg, il y a plein de choses qui reviennent au, dans la tête de ceux qui ont vécu les décennies passées. Et Hambourg revient parce que Hambourg a les moyens de revenir. Il faut être clair aussi. C'est-à-dire, il y a eu 6 ou 7 échecs douloureux parfois. Comme tu le disais la saison dernière, ça se joue à pas grand-chose et puis ils échouent. Ils devaient revenir et ils ont mis les moyens pour. Après, moi, j'ai suivi cette saison surtout la Bundesliga 1, un peu moins la deuxième, un peu la troisième, parce qu'il y a eu des clubs de très haut niveau aussi en troisième division, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, je ne saurais pas dire exactement dans le détail, parce que j'ai pas vu tous les matchs d'Hambourg, quel joueur a particulièrement porté l'équipe sur la saison. Ça sera l'occasion justement dès la reprise fin août de voir un peu qui se détache. Mais Hambourg qui revient en première division, si vous voulez, c'était inéluctable. Alors Schalke, parce que certains se disent peut-être Schalke c'est pour quand? C'est beaucoup plus compliqué. Même si à Hambourg c'est compliqué l'environnement, à Schalke c'est encore pire parce que c'est une lutte de tous les instants entre les dirigeants et Schalke c'est pas sûr qu'on les revoit tout de suite en première division, mais pour Hambourg c'est quelque part c'était inéluctable. Et pour Cologne c'est encore plus clair, Mathieu. Pour Cologne c'était le Cador de la deuxième division, c'était le gros, c'était le Goliath et Cologne a gardé à peu près l'élan de l'an dernier. La descente avait été très frustrante et Cologne a su garder l'énergie pour remonter tout de suite. Là aussi, très grande ville, très grosse culture de foot. À ma connaissance, c'est le club dont les supporters sont les plus chauds en première division. Bien sûr, on pense à Francfort, on pense à Dortmund, mais Cologne, c'est encore un cran au-dessus avec tout le folklore, avec le côté carnévalesque, c'est une ville immense et c'est une ville de football qu'on retrouve avec plaisir en première division. Ça va encore augmenter la moyenne de spectateurs dans les stades, bien sûr. Et donc voilà, ces 2 clubs appartiennent au paysage de la première division. Comme Schalke, j'insiste parce que je sais que certains vont nous le reprocher sinon de ne pas en parler. Schalke aujourd'hui est dans le creux, mais Schalke est promu, et pardon,
est censé revenir un jour ou l'autre. Voilà, c'est un peu comme le stade de Reims ou Saint-Étienne en France, n'est-ce pas? Euh, et donc, voilà, c'est assez clair. Hambourg, ça devait arriver, c'est cette saison. Ils n'ont pas eu vraiment de creux, toujours resté dans le top. Elversberg, la petite ville de Sarre, est venue un peu bouleverser tout ça en fin de saison, mais finalement les deux gros sont passés, sont remontés. Et Cologne, bah, il y avait un niveau sportif et financier, Mathieu, qui est digne de la première division. La difficulté maintenant, ça va être de convertir ça à nouveau pour exister en première division, parce que souvenez-vous, tu t'en souviens sans doute, les deux saisons, en revenant 2 saisons en arrière et 3 saisons en arrière, c'était quand même, Cologne, c'était quand même pas terrible. Une grande souffrance, un après Podolski très compliqué et trop peu de belles choses présentées. Donc maintenant, il va falloir, on espère en tout cas comme supporter du foot allemand, retrouver un Cologne offensif, avec du jeu, avec de la prise de risque. Moi, je suis intéressé de revoir ces deux-là en première division avec plus d'espoir sur Cologne à performer tout de suite que Hambourg. Mais on verra, peut-être que les premiers mois nous démentiront. Ça va être effectivement à surveiller, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en particulier les matchs entre Hambourg et St. Pauli, l'atmosphère qu'il va y Ah bah oui, avoir, eh ça va oui. être largement à surveiller. Un petit mot rapide pour parler de la Bundesliga féminine. Le Bayern Munich, l'équipe féminine du Bayern, a largement remporté le titre cette année. 8 points d'avance sur son rival, le VfL Wolfsburg, club emblématique féminin de cette Bundesliga féminine. Et l'Eintracht Francfort, troisième. On en a l'habitude. Je note que derrière, on retrouve l'équipe féminine du Bayer Leverkusen et ensuite du FC Fribourg. J'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui commencent lentement mais sûrement à se développer tranquillement pour venir peut-être titiller le trio de tête. On verra au cours des saisons prochaines, mais voilà en gros ce qu'a donné le classement de la Frauen Bundesliga, comme on dit là-bas. J'aimerais maintenant, David, qu'on parle rapidement d'une nouvelle qui a fait les manchettes et qui implique une légende du football allemand, Oliver Kahn, l'ancien directeur sportif du Bayern Munich. En fait, il n'est pas resté longtemps en poste. Ce dernier s'est manifesté au cours des dernières semaines pour se porter acquéreur des Girondins de Bordeaux. Il s'est montré très intéressé. J'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Mais il y avait quelque chose en moi qui souhaitait qu'il fasse l'acquisition, ne serait-ce que pour libérer les Girondins de Gérard Lopez. Et je vais le dire crûment, j'assume les paroles, cet escroc, je vais le dire comme ça, cet escroc qui en ce moment détient les Girondins de Bordeaux et on voit les conséquences que ça a économiquement et on voit le recul de cette équipe maintenant dans ce que j'appellerais l'organigramme français. Alors que moi, à une certaine époque, c'était une équipe championne, quoi. C'était une équipe qu'on voyait régulièrement en Ligue 1. Zidane, les Arazou ont déjà joué avec cette équipe et on se rappelle justement de ce match en l'ancienne Ligue des Champions, en fait, dans les années 90 contre l'AC Milan, notamment. Cette remontada qui a marqué les esprits. En fait, je voulais savoir, parce qu'Oliver Kahn a finalement renoncé à acheter des Girondins au cours des derniers jours. Et là, Gérard Lopez s'est fendu d'un commentaire en disant il n'a pas les fonds, comme si lui les avait. Alors, étant donné ce qu'on connaît d'Oliver Kahn, cet ancien gardien légendaire de la Mannschaft notamment, je voulais juste entendre savoir un peu peut-être ce qu'on dit en Allemagne à ce sujet-là. Qu'est-ce que poussé Oliver Kahn, selon toi, à tout à coup vouloir devenir acquéreur d'une équipe qui n'est même pas en Allemagne? Et ensuite, pourquoi, selon toi, il a renoncé? Est-ce que c'était pour des considérations financières cachées par rapport aux dettes ou s'il y avait d'autres motifs? Est-ce qu'il y avait des pressions? Parce que Gérard Lopez, même si c'est un escroc, il se bat un peu quand il veut garder le contrôle de quelque chose. Alors, comment on en parle un peu là-bas, toi qui es plus près de la situation par rapport à ce qu'on a entendu ici? J'ai la sensation que les Allemands ont regardé ça avec un œil curieux, mais ont pas forcément cru à une concrétisation. On sait que Oliver Kahn s'est orienté après sa carrière vers des capacités d'entrepreneur, vers des capacités de chef d'entreprise. Il a pas réussi
a manœuvré le Bayern lorsqu'il en a été le président. Ça a été plutôt un échec. Enfin, plutôt un échec, hein. Attention, on parle d'un club quand même qui est champion 3 années sur 4. Et avec lui, c'était pas non plus catastrophique, mais l'attelage qu'il avait autour de lui n'a pas forcément très bien fonctionné. Mais on voit bien ce qu'Oliver Kahn est en train de, enfin, s'est donné comme profil après sa carrière de joueur. Un entrepreneur, un homme d'économie, un homme d'entreprise. Et d'ailleurs, Gérard Lopez lui a reproché un peu ça à demi-mot là il y a quelques jours dans les différentes interventions, en disant c'est pas, il n'y a pas besoin de sortir une école de commerce pour comprendre que d'une école de commerce pour comprendre que s'il n'y a pas les fonds, ça marchera pas. Non, mais c'est comme si lui, il savait les fonds. C'était ça que j'ai trouvé Oui, et puis ironique. Plusieurs se surtout, sont moqués. surtout, bon, des joueurs des sportifs et des joueurs qui se sont fourvoyés en Allemagne, il y en a. On pense à Jan Ullrich avec le cyclisme, on pense à Boris Becker qui a été ruiné avec le tennis, alors que c'est le plus grand sportif de l'histoire de l'Allemagne, peut-être. Peut-être parmi d'autres. On pense aussi bien sûr à Michael Schumacher ou d'autres, mais bon. Mais Oliver Kahn, on voit bien que c'est ce qu'il veut faire. C'est du business, si vous voulez. Moi, j'ai été un peu surpris. Ça m'a amusé parce que, bien sûr, il y a une histoire aussi entre le Bayern et les Girondins de Bordeaux. Est-ce que ce n'était pas une finale? Je crois bien que c'était une finale, 1996 de Coupe UEFA, où le Bayern bat Bordeaux avec toute la force du club allemand de l'époque. C'était le Bordeaux de Lizarazu, me semble-t-il d'ailleurs. Je pense que Euh, ouais, mais Zidane était peut-être parti à la Juventus, mais je ne suis pas Même, certain. oui, peut-être, pas sûr. Dugarry devait être pas loin, pas loin non plus. C'était une belle finale, mais le Bayern s'était imposé inexorablement. Donc ça, c'est un petit point commun, si vous voulez. Euh, voilà, moi j'ai été un peu surpris. Je connais pas le portefeuille personnel d'Oliver Kahn. Je connais pas non plus son montage financier sur les entreprises dans lesquelles il s'est investi et il a investi. Après, ta réaction a été la même que la mienne, c'est-à-dire Bordeaux, c'est Bordeaux, quoi. C'est-à-dire c'est prestigieux, c'est un club qui a été multiple champion de France, c'est un club qui est inoubliable pour tous les cadras et les quinquagénaires. Bien sûr en France avec Alain Giresse, avec Jean-Marc Ferreri, avec d'autres joueurs de l'époque. Et je pense que Cannes peut-être a pensé aussi un peu comme ça, comme Jean Tigana et d'autres. C'est un investissement qui me paraît pas insensé, n'est-ce pas? Après, là, les derniers développements, bon, apparemment, ils s'éloignent de l'affaire. Est-ce que c'est pour refaire une offre plus tard? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment l'acquisition de clubs fonctionne. Mais pour vous dire la façon dont ça a été vu en Allemagne, ça a été regardé avec une certaine curiosité, mais avec, je pense, un peu de scepticisme. Et on attendait de voir ce qui pouvait advenir. Les articles de presse étaient vraiment des petits entrefilés par-ci par-là dans les pages intérieures. Et rien de tout à fait concret. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait dire à Gérard Lopez que ça n'était pas sérieux et qui a taclé Oliver Kahn. Mais tacler Oliver Kahn, je trouve que ça a une certaine saveur parce que Oliver Kahn, c'est quand même le titan. C'est quand même un joueur, un ancien joueur de très très grande stature. Et si Oliver Kahn propose quelque chose, forcément on l'écoute. En tout cas aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur la suite du dossier. Et ça semble Il va se peut-être avoir des suites, effectivement. oui, c'est ça, c'est ça. Et après, je suis d'accord avec ton interrogation, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des clubs en Allemagne, éventuellement dans la partie autrichienne proche de la Bavière, parce qu'on sait très bien que les Bavarois aiment bien aller par là-bas aussi, soit en vacances, soit pour différents échanges. On aurait pu imaginer plus cela, mais après tout, Oliver Kahn, il est aussi tourné vers les États-Unis. Donc, on peut imaginer des échanges presque intercontinentaux et des investissements intercontinentaux. Voilà, j'en sais pas plus sur le dossier Bordeaux, mais Bordeaux avec Oliver Kahn comme investisseur principal, j'avoue que j'aurais suivi de près. Et moi aussi, ça m'aurait emballé beaucoup de voir ça. Et puis, ça aurait été plus intéressant aussi que Gérard Lopez, bien franchement. On va parler maintenant un peu de la Mannschaft, David. C'était la fin de la Ligue des Nations. Échec en demi-finale de l'Allemagne contre le Portugal. Ça a été un match serré quand même, mais voilà, l'Allemagne a dû s'incliner 2-1 contre le Portugal après avoir pourtant dominé à ce que plusieurs disent à 60% le match. Puis, en fin de rencontre, c'est comme si l'Allemagne avait un peu cessé de jouer. Et là, le Portugal a tiré profit, est revenu de l'arrière 1-0 pour l'emporter 2-1. Le Portugal qui a ensuite d'ailleurs gagné la finale contre l'Espagne, tombeur de la France.
Mais la France, pour le match de la troisième place, l'a remporté 2-0 contre l'Allemagne. Ce qui m'étonne, c'est que les deux matchs étaient en Allemagne, David. C'est donc 2 défaites à la maison pour la Mannschaft, une contre le Portugal et une contre la France, ce qui est plutôt rare. Je ne me souviens pas la dernière fois où la France a gagné en territoire allemand au soccer ou au foot. Peut-être que toi, tu le sais, mais moi, je ne m'en souviens pas. Moi, je m'attendais au contraire à ce que l'Allemagne rebondisse pour avoir cette troisième place. Eh bien, au contraire, on a été blanchis. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on dit de ça, quelles sont les leçons à retenir pour la suite des choses, parce qu'après l'Euro, où l'Allemagne avait rebondi, on avait quand même bon espoir que ça continue d'aller dans la bonne direction pour Julian Nagelsmann et son collectif. Mais finalement, là, il me semble, on a pris un pas de recul. Je sais qu'hier, à la radio, à l'émission Radio Foot International, tu as résumé ça en disant ça dépend si on voit le verre à moitié vide et à moitié plein. Je te donne la chance de t'expliquer à ce sujet-là, d'élaborer un peu pour savoir exactement comment on voit ça, cet échec en Allemagne, ces 2 défaites sur son territoire contre le Portugal et ensuite, alors qu'on avait une victoire possiblement à leur portée et une défaite contre la France avec un Kylian Mbappé qui, après plusieurs mois, a enfin marqué dans le cours du jeu. Je voulais juste le noter aussi par ironie ici. Et on a été blanchi en plus. Ça aussi, je ne me souviens pas quand la dernière fois que l'Allemagne a été blanchie contre la France en Allemagne. Ça aussi, il faudrait que chercher dans les manuels d'histoire. Mais c'est ça. Alors, je te laisse l'occasion d'élaborer sur le verre à moitié vide et à moitié plein parce que la Mannschaft, évidemment, ce n'est pas la fin du monde. La Coupe du Monde n'est qu'en 2026 et tout peut encore arriver. Je suis persuadé que Nagelsmann n'a pas évoqué l'excuse de blessure à certains joueurs, notamment un certain Kai Havertz, par exemple. Donc, comment on explique ça de façon pragmatique en Allemagne? Explique-nous pourquoi on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein selon la situation et qu'on arrive à garder peut-être notre calme par rapport à la période où l'Allemagne, avant le dernier Euro, était sur une vague d'échecs. Rappelons-nous de ça il n'y a pas si longtemps. Oui, il faut se méfier un petit peu de la méthode Coué parce que je vois bien qu'en Allemagne, on a sorti tout de suite l'argument: «Ah, cette défaite-là, cette fin de Ligue des Nations un peu, amochée, va permettre aux sélectionneurs de dire aux joueurs: "Ben, voyez, on avait un engouement naissant, mais attention, c'est fragile"». Et à la limite, c'est un argument, mais c'est aussi une façon de se dire: «Ouais, bon, OK, on a des défaites, ça va nous permettre de rebondir». Certes, mais avec quels arguments? Ça va être la question d'ici le mondial. Je crois qu'il faut remonter à 2012, donc 12-13 ans en arrière, pour voir une défaite en Allemagne de l'équipe d'Allemagne contre la France. C'était un amical à Brême, il me semble. 2012, donc ça remonte quand même un peu en arrière. Je m'en De belles souviens même choses. pas. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, les matchs amicaux, bon, il y a eu une défaite aussi d'un Allemagne-France, mais c'était en France. Mais c'était un Allemagne-France en France, en 2016, parce que c'était l'Euro. Mais c'était en France, pas en Oui, c'est Allemagne. ça, c'était en Voilà. France, mais le pays hôte était l'Allemagne. Enfin, pour ce match-là. Mais c'est une règle qui n'a pas de sens. Euh, de belles choses quand même encore. Très belle première mi-temps contre la France. Contre le Portugal, de belles séquences. Ce que j'ai vu, moi, sur ces 2 derniers matchs de Ligue des Nations, c'est un effectif un peu émoussé. Je dis pas que les autres le sont pas, hein. Je dis pas que l'Espagne n'a pas le droit d'être fatiguée. Mais simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est ça manquait quand même un peu d'énergie. Et donc, quand l'Allemagne manque d'énergie, à l'image de Florian Wirtz, qui a fait quand même une longue saison, ben, c'est moins précis. On n'a pas, sur le terrain, on n'a pas 11 Lamine Yamal en Allemagne. On en a deux. On en a deux et demi. On a Moussiala, on a Wirtz. Moussiala qui est encore blessé, enfin qui reprend, mais qui n'était pas apte. On a Wirtz, bien sûr. Et on a Leroy Sané, un match sur deux. Enfin, une mi-temps sur deux. Et en dehors de ça, ce sont des joueurs de bon calibre, de calibre international pour certains, mais c'est pas des joueurs dont on va dire tout de suite: ah, ils sont promis à la finale du prochain mondial dans un an. Donc des bonnes choses. Je pense que Nagelsmann va pouvoir continuer de capitaliser sur la bonne relation qu'il a renouée avec le public, parce que ça, c'est une réalité. Le public est revenu derrière son équipe nationale. Ça, c'est la plus grande victoire des derniers mois et des toutes dernières années, avec des victoires intéressantes contre des gros, contre des moins gros, avec des buts, avec du jeu, avec une identité, avec une joie de jouer, avec une joie de venir au rassemblement. Mais
il y a aussi des limites, quoi, hein. On peut peut-être citer quelques individus comme ça en passant. Est-ce que Adeyemi a le niveau pour un dernier carré de mondial? Pas sûr. Est-ce que la défense allemande, quand on enlève ses principaux tauliers, c'est-à-dire Rudiger, éventuellement Schlotterbeck et encore Jonathan Tah, si on enlève un ou deux ou les trois de ces trois-là derrière, ça pioche sévèrement. Euh, les latéraux, bon, ben, Kimmich à droite, très bien, pas de problème. En général, hein, parce que contre Mbappé, il n'a pas fait très bonne figure, mais en général, c'est très bien. À gauche, David Raum, bah, bof. Euh, Mittelstädt, qui a débuté avant lui, pas extraordinaire. Euh, Pavlovic doit encore prendre ses marques. Il est très jeune au milieu de terrain. S'il n'y a pas Kimmich, c'est qu'il y a Pavlovic. Et Goretzka, qui avait retrouvé un peu des couleurs sur cette saison, n'a pas fait très bonne figure là sur les dernières prestations. Et puis devant, est-ce que c'est Füllkrug? Est-ce que c'est Voltemade? Est-ce que c'est Kleindienst? Et même ces trois-là, ou Undav éventuellement? Est-ce que ces quatre-là ont D'ailleurs, le niveau? peut-être. Oui, voilà. Est-ce que ces joueurs-là ont le niveau des plus grands avant-centres de la planète foot du moment? Certainement pas. Donc, il y a encore à progresser pour être une équipe crédible parmi les favoris du mondial prochain. En septembre, je crois que c'est début septembre les prochains rendez-vous, l'Allemagne, Mathieu, va rencontrer successivement trois nations de niveau inférieur, voire très inférieur. Et là, il va falloir que ça s'emballe vraiment. Il va falloir que les joueurs montrent qu'ils sont concernés. Il va falloir qu'il y ait de la fluidité. Et il va falloir qu'on montre que contre ces équipes-là, au moins, on peut sécuriser derrière. Sans doute avec Ter Stegen, sans doute avec Ta, avec Rudiger et avec Schlotterbeck. Et puis voilà, voir un peu comment l'animation offensive peut se faire aussi. On peut faire confiance à Nagelsmann. Il a sa signature, il a ses convictions, il a sa capacité à innover. Est-ce que les joueurs, pris dans leur ensemble, l'addition des individualités suffit pour dire nous, on est l'Allemagne, on sera en demi-finale du mondial? À l'heure où nous parlons, rien n'est moins sûr. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour la suite des choses. Mais peut-être ce petit retour à la réalité en Ligue des Nations, la bonne nouvelle, c'est que, à part peut-être pour l'Espagne, là, gagner la Ligue des Nations ne garantit pas que tu gagnes la compétition suivante. Ah Donc, oui, l'Allemagne c'est peut vrai. toujours se rabattre sur ça. Alors, il reste encore plusieurs mois avant cette Coupe du Monde 2026. Et il y a peut-être d'autres phénomènes qui vont émerger. On verra ce que ça va donner. Je pense qu'il y a encore Oui, une oui, bonne oui. unité. Et tant qu'on a Florian Wirtz et Moussiala en meneur de jeu, il y a tout de même un bon espoir que l'équipe va bien performer. Je ne pense pas qu'elle va reculer à ce point. Et on va Oui. conclure maintenant sur cette Coupe du Monde des clubs. On l'a dit, deux équipes allemandes participent. Le Bayern Munich sera dans le groupe C avec l'équipe de Auckland City FC, le Boca Junior quand même et le Benfica que l'on connaît plutôt bien ici de ce côté, ben, en tout cas, du côté de l'Europe. Le Borussia Dortmund, quant à eux, seront dans le groupe F avec Fluminense, Ulsan et les Mamelody Sundowns, une équipe africaine. Nous saluons Patrick Julliard, notre ami commun. Alors, au regard de cette Coupe du Monde des clubs, est-ce que pour les deux équipes allemandes, on est en bonne posture pour au moins passer la phase de groupe et après, par la suite, on verra? Oui, je crois que les ambitions sont réelles. Elles sont officiellement affirmées côté Bayern. Et elles sont un petit peu secrètes pour des raisons financières qu'on a évoquées tout à l'heure. Côté Dortmund, c'est un argument qui est moins intéressant sportivement d'aller chercher quelques dizaines de millions d'euros, mais ça va quand même compter. Euh, Globalement, cette compétition, elle est ajoutée dans le calendrier là. Donc, ça ne bénéficiera au club, je dis bien au club, que sur le plan financier. Parce que c'est de la fatigue en plus. Il y aura pas. Les diffusions télé à peu près partout dans le monde sont gratuites. Donc, il n'y aura pas forcément un écosystème financier par rapport au public qui va suivre cette compétition tout à fait stable. Je pense qu'on sera déficitaire, pour être clair. Mais les clubs, eux, vont ramasser une sacrée enveloppe. Et ça, bien sûr, ça, c'est à leur intérêt pour leur équilibre et pour leur santé financière qui vient. Après, il y a quelques cas, citons-en simplement deux, Mathieu, parce on va les suivre de près du coup. Il y a quelques cas des joueurs pour lesquels ça peut être un grand profit, cette compétition. Jonathan Tah
le Bayern a dû rajouter quelques centaines de milliers d'euros pour que Jonathan Tah parte de Leverkusen un peu plus vite que prévu pour disputer ce mondial des clubs avec, avec le club bavarois. Et Jonathan Tah va avoir l'occasion donc de s'acclimater dans cette équipe du Bayern. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que au moment où on arrivera fin août, Jonathan Tah, il connaîtra tout l'environnement pour performer avec la défense du Bayern. Ça, c'est une évidence, un argument évident pour le Bayern. Et puis le jeune Tom Bischoff aussi, venu d'Offenheim, s'il peut disputer cette compétition, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est possible. Lui, c'est typiquement le genre de joueur. On sait qu'au Bayern, il faut s'affirmer tout de suite quand on est une recrue. Il faut montrer qu'on a sa place, comme Pavlovic l'a fait. D'ailleurs, ce n'était pas une recrue, hein, il venait de l'équipe inférieure, mais vous voyez ce que je veux dire. Bischoff, il va arriver avec son talent de milieu de terrain. Il va avoir l'occasion peut-être de disputer 3, 4, 5, 6 gros bouts de match, peut-être des matchs entiers. Et pour ce genre de joueur, ça présente un intérêt. Après, on va pas faire de débat maintenant sur la récupération, les vacances, dans quel état seront les joueurs de ces clubs-là au mois d'août pour la reprise. Ça, c'est l'affaire de la FIFA, de l'UEFA. On sait qu'il y a un trop plein de matchs. Moi, je vois un intérêt à cette compétition parce qu'on rencontre des clubs d'un autre continent. C'est des affiches assez prestigieuses. Quand vous rencontrez Boca Juniors, quand vous rencontrez un club néo-zélandais, quand vous rencontrez les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, quand vous rencontrez un club brésilien et d'autres, argentins ou nord-américains même, ça présente un intérêt, je trouve, sportif malgré tout. Donc à voir, à voir. Je pars pas avec un a priori négatif sur cette compétition, même si nous savons qu'elle va coûter pour les organismes et que par ailleurs pour le public européen, toi du Canada tu n'es pas concerné, il va devoir falloir se coucher très tard pour certains matchs. Ah, ben là, ça c'est. Ben, j'ai vu les horaires. La majorité des matchs sont quand même en Europe à des heures Oui, raisonnables. 21 h, oui, oui, quand même. Et en même temps, je me dis, il va peut-être faire chaud à ces heures-là, vu que ce sera en après-midi. Au calendrier, on essaie d'éviter que les matchs européens aient lieu peut-être le soir chez nous, je crois. Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans le calendrier là, pour l'instant. Par exemple, là, si je regarde lundi, en tout cas, quand je regarde les matchs en soirée, ce sont souvent des équipes d'Amérique du Sud avec des équipes d'Amérique du Nord. Bon, parfois, on met une équipe africaine. Ça, par contre, ça pourrait être un peu plus compliqué. L'Espérance de Tunis, est-ce que les fans vont veiller tard le soir pour les regarder jouer, ou plutôt tard en matinée, si je peux dire, en plein milieu de la nuit pour les voir jouer contre une équipe Flamengo, par exemple? Alors ça, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que la compétition commence samedi, le 14 juin, avec l'Inter Miami de Lionel Messi qui recevra à Miami Al Ahly. Match du groupe A, donc samedi soir. Et ensuite, dimanche, là, c'est 4 matchs par jour, parfois 3 dans certains cas, mais c'est de 3 à 4 matchs par jour. Et justement, dimanche, le Bayern Munich ouvre les hostilités à Cincinnati contre Auckland City FC. À midi, heure d'Amérique du Nord, donc à 18h, heure d'Europe. Tu ne devrais pas pouvoir te coucher si tard que ça, David, dimanche. Et le mardi, c'est le Borussia Dortmund qui démarre également à midi, heure d'Amérique du Nord, 18h, heure d'Europe. Match qui est disputé à New York. Le Borussia qui affrontera Fluminense FC. Voilà pour le début de la compétition. Alors, pour les moyens de diffusion, ben, vous allez voir, effectivement, ça peut être sur le site de la FIFA. Je sais que DAZN les présente gratuitement. Ceux qui ne sont pas abonnés pourront quand même voir les matchs, mais je pense que peut-être chez nous, il y aura des matchs à la télévision. Cela dit, nous, on a la Gold Cup en même temps. Alors, donc, il y aura des joueurs qui ne seront même pas présents dans certains clubs s'il y a des Canadiens qui jouent pour ces équipes-là. Et tu l'as dit très bien, je pense, David, peut-être que le tournoi, étant donné que ça va être exigeant pour les organismes, peut-être aussi qu'on va privilégier soit l'inclusion de nouveaux venus ou peut-être des joueurs plus jeunes dans certains cas. Exactement. Pour voir ce qu'ils valent vraiment. Ça va être un peu l'équivalent d'un camp d'entraînement, mais en jouant quoi? Peut-être. En tout cas, peut-être qu'il va falloir l'envisager comme ça parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste 2 équipes allemandes qui participent, donc les autres équipes pourront suivre leur programme régulier. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est un phénomène que j'ai observé. On accélère dans certains cas le recrutement comme si on voulait participer à cette compétition. Je pense qu'il y avait eu des rumeurs que Cristiano Ronaldo, bon, il voulait y participer, donc il ne voulait pas signer avec son équipe en Arabie Saoudite. Là, finalement, il va signer, alors donc il ne participera probablement pas.
Mais comme ce ne sont pas toutes les équipes qui participent, ça ne concerne donc que quelques-unes d'entre elles. Alors, par exemple, le Florian Wirtz à Liverpool. Liverpool ne joue pas la compétition, donc c'est pas grave si on le signe plus tard, quoi. Et ça serait étonnant et comme Leverkusen ne joue pas non plus, donc lui, Florian Wirtz, là, c'est correct, il est en vacances. Alors, connaissant la blessure qu'il a déjà eue, le fait de ne pas le voir jouer cet été, c'est un bon signe. Alors, libre à vous de suivre le tournoi ou non. Mais ce qui serait bien, David, c'est que pour le début de la saison prochaine, on va y revenir à cette compétition pour voir comment nos deux équipes allemandes ont performé. Ce sera un peu notre ouverture. Mais en attendant, je te souhaite un bel été. Puis merci encore une fois pour ta contribution inestimable au podcast pour cette 6e année. C'est toujours super agréable d'écouter ce que tu as à dire et aussi d'entendre le point de vue allemand que tu comprends si bien, toi qui maîtrises si bien la langue germanique. Oui, oui, on a toujours quand même plein de choses à évoquer et il n'y a pas réellement de ventre mou, comme on dit en France, n'est-ce pas? Il y a toujours une lutte féroce, on l'a vu cette saison pour les places européennes, ça concerne 8, 9, 10, 11 équipes. En bas, avec 18 clubs dans une Bundesliga, évidemment, on est concerné très vite par le danger. Hoffenheim l'a vécu cette saison. Et puis, on l'a évoqué aussi, Mathieu, rapidement, de deuxième et de troisième division renaissent des clubs à grande histoire. On n'a pas évoqué, mais le Dynamo Dresde, par exemple, va monter cette saison de 3 en deuxième division. Et ce sont des clubs évidemment inoubliables pour certaines régions d'Allemagne. Et pour nous, ça alimente aussi nos histoires. Donc, non, non, je me réjouis. Et puis, cette Coupe du Monde des clubs, encore une fois, un intérêt pour ces matchs. Je vais les commenter, moi, pour certains d'entre eux, pour une radio que le groupe RMC crée pour l'occasion, une radio digitale, comme elle l'avait fait pour les Jeux Olympiques. Donc, je vais avoir un planning un peu nord-américain parce qu'il y a des matchs évidemment à minuit aussi. Je ne commente pas que les matchs allemands. Et ce sera bien de parler un petit peu du bilan de ce qu'auront fait les Dortmunders et les Bavarois lorsqu'on se retrouvera, effectivement. Bon été à tous. Effectivement. Bon été à tous. On se retrouve pour la saison prochaine du Casa Foot. Alors, en attendant, on vous souhaite beaucoup de soleil. Ici, Mathieu Lemay, en mon nom et celui de David Lortolari. Et je vous souhaite donc encore une fois une bonne saison estivale, de bonnes vacances et on se dit à la saison prochaine. Salut!